Nous nous retrouvons maintenant pour rencontrer les porteurs de nos 5 actions inspirantes. La première est Axel Guy, qui est cofondatrice du jeu de cartes Moi, c'est Madame. C'est un jeu de lutte contre le sexisme et c'est ce jeu qu'on a souhaité mettre en expérimentation au sein de nos services pour permettre à nos professionnels de faire circuler la parole sur cette question et de lever les tabous. Ce jeu est à la fois utilisé par les professionnels, par exemple après une réunion, une partie est mise en place et ça permet des échanges sur cette question-là et de lever cette omerta sur les questions du sexisme ordinaire, mais il est aussi utile pour nos jeunes. Donc, elle nous le présentera tout de suite. Ensuite, nous retrouverons Priscilla Routier-Triard, qui, elle, est la créatrice de l'application The Sorority. C'est une application d'entraide et d'alerte qui est une application d'une communauté, en fait, qui est vigilante les unes par rapport aux autres en cas de harcèlement ou en cas de violence conjugale ou de violence intrafamiliale. Elle nous présentera son application. Ensuite, nous rencontrerons Ophélie Latil, qui est fondatrice de l'association qui s'appelle Georgette Sand. Et je souhaitais rencontrer Ophélie parce qu'elle permet d'illustrer comment, en militant, parfois à des petites échelles, on peut aussi faire bouger les lignes et changer les choses dans un souci d'intérêt général. Ensuite, nous rencontrerons Johanna Cincinnatis, qui est la co-créatrice d'un podcast qui s'appelle Mesdames. Ce podcast éclaire des portraits de femmes qui ont été soit oubliées ou gommées par l'histoire, mais c'est des femmes qui ont fait bouger les choses à leur niveau. Et enfin, on terminera avec la jeune Linda, qui a été une des 5 jeunes qui a œuvré cet été en plein mois de juillet à la fresque des Marseillaises qui a été portée par le Stémonor. Et elle nous fera part de son témoignage sur ce volet-là. Donc, je vous propose de les écouter et puis je vous retrouverai pour clôturer ce colloque. À tout à l'heure. Bonjour Axel, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre jeu? Bonjour, oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Axel Gué, je suis la fondatrice de l'Éclap Édition, qui est une maison d'édition spécialisée dans la création de jeux de société engagés, donc des jeux de cartes physiques que l'on utilise justement pour parler de sujets qui peuvent parfois être difficiles d'accès, mais de manière conviviale, fun, divertissante et ludique. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai créé le jeu Moi, c'est Madame avec Elsa Misquet, qui est une des cofondatrices du podcast Yes. Donc, le podcast Yes, c'est un podcast qui permet de mettre en valeur les femmes qui ont su riposter contre le sexisme. Donc, notre idée, c'était de créer un outil qui permettait aux femmes à la fois de pouvoir s'entraîner, de muscler leur répartie pour répondre et ne plus se laisser faire, pour gagner aussi confiance en elles. Et c'est un outil aussi très utile pour les hommes qui leur permettent de se mettre à la place des femmes, de comprendre un petit peu le harcèlement qu'elles peuvent subir et d'être aussi partenaires dans l'idée de trouver des ripostes, de trouver des solutions aussi pour lutter contre ça. Donc, comment ça fonctionne? Donc, c'est un jeu coopératif, il n'y a pas de perdant ou de gagnante. L'idée, c'est de riposter au mieux à des attaques sexistes. Donc, il y a une pile d'attaque et une pile de riposte. L'attaquant, qui est chacun son tour, tire la carte attaque. Donc, par exemple, waouh, charmante mademoiselle 20 sur 20. La personne attaquée regarde dans ses cartes si quelle réponse elle peut donner. Elle peut aussi improviser. Là, par exemple, je peux utiliser « Tu t'es cru sur TripAdvisor pour me donner une note ». Voilà. Dans les cartes attaques, il y a des attaques ciblées, des attaques collectives, donc là, tout le monde peut répondre. Il y a aussi des challenges et des défis qui sont plutôt des questions d'ordre de culture générale, comme celle-ci. En quelle année les femmes ont-elles eu le droit d'ouvrir leur propre compte en banque sans l'autorisation de leur mari? Donc, c'est 1965. Voilà, donc c'est un jeu très facile à prendre en main, que l'on a créé pour le grand public, mais qui est aussi très utilisé
dans des formations, dans des sensibilisations auprès de jeunes ou de plus vieilles, dans des associations et notamment aussi à la PJJ PACA qui est déjà en train de le tester. Voilà. Merci. Merci Axel. Bonjour Priscilla. Bonjour Karima. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre application? Je m'appelle Priscilla Routier-Triard et je suis la fondatrice de Xosorority, qui est une application solidaire et communautaire qui vise à lutter contre les violences conjugales, intrafamiliales et contre les harcèlements. Et le but, le cœur de l'application, c'est de savoir qu'on n'est pas seul. Donc la fonction principale, ça va être la map, je vous la montre, où en fait on va voir toutes les personnes autour de nous et on sent en temps réel en fait où sont les personnes et on trouve de l'aide dès qu'on en a besoin. Les personnes au profil rose sont les personnes qui proposent des lieux sûrs pour fuir en cas de besoin. La deuxième fonction importante, c'est la fonction alerte. Quand on appuie 2 secondes sur la fonction alerte, ça envoie un signal aux 50 premières personnes autour de nous en temps réel. Et l'idée, c'est de s'activer et d'agir sur l'instant avant qu'il soit trop tard. Donc, prendre contact avec la personne, la géolocaliser, contacter les autorités pour elle et donner le plus de détails et d'éléments possibles pour intervenir. On a également cette fonction importante qui est la recherche. Et en fait, via la recherche, on peut trouver du soutien, de l'écoute d'anciennes victimes de violences conjugales, de personnes qui souhaitent aider, mais aussi et surtout de professionnels de l'accompagnement et de la santé. Donc, des juristes, des avocates, des psychologues, des psychiatres et des lieux sûrs pour fuir. Dans temps réel, toutes les personnes qui proposent des lieux sûrs pour fuir autour de nous sortent par de proximité géographique et on peut les contacter. À terme, on va ajouter les associations également qui sont engagées à nos côtés et toutes celles qui souhaitent du coup agir également, les commissariats et les gendarmeries. Et à l'heure actuelle, on est à plus de 55 000 téléchargements, on est très sollicité. On a actuellement plus de 16 200 utilisatrices au profil vérifié et validé. Donc, je suis ancienne responsable RGPD et la modération se fait à la main. Et avec toute cette sollicitation, en fait, on s'est vraiment donné de l'ampleur et de la visibilité à notre travail pour pouvoir aider un maximum de personnes. Et on est actuellement en train de discuter avec les pouvoirs publics pour avancer dessus. Merci beaucoup, Priscilla. Merci, Karima. Bonjour Ophélie Latil. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre intervention dans le cadre de votre association? Oui, bonjour. Donc je m'appelle Ophélie Latil et donc je suis la fondatrice du collectif Georgette Sand, qui est une association féministe qui travaille sur la visibilité des femmes dans l'espace public. Dans le cadre de ce travail-là qu'on fait, on travaille sur donc la présence d'un espace différencié dans l'espace public et donc on travaille donc avec les pouvoirs publics sur l'amélioration de ces différences, notamment dans un contexte législatif. Dans ce cas, donc, on a travaillé avec des collectivités locales, avec des ministères, avec le Parlement, donc l'Assemblée nationale avec le Sénat, avec l'Élysée aussi qui nous a reçus. À titre d'exemple, on a travaillé sur la loi de finances à 2 reprises. On a travaillé notamment sur la TVA. L'idée étant, par exemple, sur la précarité menstruelle, que le taux de TVA à l'époque, en 2015, était à 20% et on estimait que c'était un produit de première nécessité. Donc, on est allé rencontrer les hauts fonctionnaires de Bercy pour leur dire qu'il fallait baisser la TVA. On est allé rencontrer les gens du Parlement européen, d'ailleurs, aussi, sur le sujet. Et en fait, on a réussi à le faire intégrer dans la loi de finances. C'est-à-dire qu'à un moment, on a non seulement, en tant qu'association, revendiqué ça auprès de l'Assemblée nationale, qui nous a entendus, qui l'a repris, qui nous a cités dans le projet de loi, qui au départ n'est pas arrivé, puis ensuite qui a été repris par les sénateurs, puis quand ils se sont rendus compte qu'on arrivait avec toutes les associations féministes et qu'on était unanimes sur le sujet, ils ont dit bon, peut-être que là, on va faire quelque chose. Et donc, on a fait intégrer cette modification de TVA dans la loi de finances. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait à l'époque. Sur la précarité menstruelle, ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a réussi à faire voter des budgets sur la précarité menstruelle dans les établissements pénitentiaires pour qu'il y ait des distributions, pour qu'il y ait des formations sur la connaissance du corps et notamment sur la question menstruelle dans les établissements pénitentiaires auprès des femmes détenues. Un autre sujet, c'est que, par exemple, on a travaillé sur l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Et à ce titre, par exemple, on a été reçu à l'Élysée, on a été reçu par la délégation des droits des femmes pour travailler sur notamment les programmes scolaires. Comment est-ce qu'on fait pour modifier des programmes scolaires? Donc, sachant que le pouvoir en place ne peut pas forcément faire quelque chose sur le sujet, mais en tout cas, c'est la question de la discussion. Comment est-ce qu'on peut à un moment mettre en place différentes actions à l'échelle nationale et voir quels sont les différents interlocuteurs qu'on pourrait croiser. On est souvent en liaison avec différents députés et sénateurs. Là, actuellement, on travaille sur le patronyme. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on ne peut pas transmettre automatiquement le nom de la mère? C'est-à-dire qu'il y a une loi depuis 2005 qui fait qu'on peut le promettre, enfin, les 2 parents peuvent le faire, mais c'est quand même facultatif et parfois,
c'est difficile parce que le conjoint refuse que la mère mette son nom. Donc, ça crée des tas de difficultés. Et donc là, on est en train de travailler avec un député sur un projet aussi de décret. Et on travaille aussi là, avec une députée sur un projet sur la précarité menstruelle. Mais la précarité, justement, menstruelle et les questions économiques ne sont pas forcément uniquement des choses qu'on fait avec les députés, les sénateurs ou les ministres. C'est aussi quelque chose qu'on fait à l'échelle locale. C'est-à-dire que, par exemple, en travaillant sur la précarité menstruelle, on parle aussi de la question de cette prise en charge dans les établissements scolaires. Et moi, j'ai déjà travaillé auprès de municipalités qui, m'entendant parler, se sont dit, bah, tiens, on va mettre en place à notre échelle, à nous, dans notre ville, dans notre arrondissement, on va mettre en place des poubelles. Ça paraît bête, mais en fait, mettre en place des poubelles dans les écoles primaires, c'est quelque chose qui est important à un moment pour la mise en place de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les espaces en fait publics. Et donc du coup, ce travail-là qu'on a pu faire nous a amené à, par exemple, à avoir des grandes campagnes sur l'invisibilisation des femmes dans l'histoire, sur les murs de Strasbourg, à participer au comité mémoriel scientifique de la ville de Paris pour choisir 200 noms de femmes à graver sur la place du Panthéon, à aller jeter le hareng à Dunkerque lors du carnaval, invité par le maire de Dunkerque à jeter le hareng parce que justement, en tant que féministes, nous étions là aussi pour porter un message qui était celui des droits des femmes et le fait qu'ils justement ils s'intègrent aussi dans une perspective municipale, régionale et nationale, et puis donc aussi communautaire. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire comme leçon sur ça? C'est qu'à un moment, en tant que féministe, un jour, je me suis levée en me disant: «Je voudrais changer des choses», et que concrètement, à très peu de personnes, à quelques militantes, on a réussi à un moment à envoyer des communiqués, à obtenir des rendez-vous, à obtenir en fait des discussions avec des autorités, avec des pouvoirs. On a réussi à modifier des choses. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je me suis retrouvée en commission des lois, des jours où je me suis retrouvée en audition, puis des jours où je me suis retrouvée tout simplement dans un conseil municipal à donner mon avis. Et dans tous ces cas-là, à un moment donné, en tant que militante féministe, j'étais, moi, citoyenne et féministe, en train de changer les choses, d'apporter ma pierre, ma contribution, même minime, à l'édifice. Donc, je ne suis pas en train de changer le monde toute seule. Mais à un moment, j'ai pris conscience aussi que moi, en tant que citoyenne engagée, je peux changer les choses et je peux discuter avec des autorités qui paraissent parfois très éloignées. Et donc, moi, je connais tellement de gens qui se sentent impuissants parfois, ils voient des inégalités, ils voient des injustices et ils disent: «Mon Dieu, mais moi, je ne peux rien faire à mon échelle». Et moi, je suis maintenant convaincue qu'à mon échelle, je peux changer les choses et qu'avec mon association, ma structure, comme plein d'autres associations, plein de structures, je peux changer les choses. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est un sentiment qui vous aide, vous y pensez le matin en vous rasant. Merci beaucoup, Ophélie Latil. Merci à vous. Bonjour, Johanna. Bonjour Karima. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre podcast? Bien sûr. Moi, je m'appelle Johanna Cincinnatis. J'habite à Toulouse depuis 2 ans et je suis journaliste depuis 3. Et avec mon ami et collègue Olivier Montaigu, on a signé et diffusé notre première série ensemble qui s'appelle Mesdames d'Occitanie. Et Mesdames d'Occitanie, c'est 6 petites histoires, 6 portraits sonores de femmes qui sont mémorables mais qui ont été oubliées de l'histoire, qui ont été victimes de l'effet Mathilda, ça s'appelle, et qui ont disparu des cahiers d'école, des noms de rues, des noms de ronds-points, qui ont peut-être 1 ou 2 noms de lycée à leur mémoire, mais c'est tout. Et on a décidé de s'intéresser à elles pour le 8 mars 2021. On s'était dit, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que journaliste? Qu'est-ce qu'on peut raconter qui n'a pas déjà été fait? Et comment est-ce qu'on peut s'adresser à des plus jeunes que nous, à la génération qui est la nôtre, mais aussi celle d'après, pour parler de femmes, mais sous un autre angle? Et avec Olivier, on a réfléchi et on a commencé à penser à des figures toulousaines et occitanes, mémorables mais ignorées. Et donc, on a tendu le micro à une dizaine de personnes, mais on a raconté l'histoire de 6 femmes qui ont été incarnées parfois par des comédiennes parce qu'elles étaient décédées et parfois par ces mêmes femmes. Donc la première, c'est une femme archéologue, la deuxième, c'est une artiste, les troisièmes sont 2 femmes résistantes, dont une qui est encore vivante. Le 4e épisode raconte l'histoire d'une médecin et de la première médecin de France, c'est aussi un portrait croisé. Et le 5e épisode traite des femmes dans l'aviation, avec aussi un portrait croisé. Et dans le dernier épisode, on parle de la figure de la sorcière, qui est une figure mythologique, mais qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Donc, Mesdames, c'est l'histoire de 6 parcours de femmes qui ont fait de nos sociétés celles qu'elles sont aujourd'hui.
Et on espère que le podcast s'est baladé d'oreille en oreille, mais surtout qu'il pourra faire des bébés et qu'on pourra lui apporter un petit frère à Toulouse, en Occitanie ou en Île-de-France ou en région PACA. Merci beaucoup, Johanna. Bonjour, Linda. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez démarré ce projet de la fresque des Marseillaises? En fait, on était 5 jeunes, on était encadrés par une éducatrice et un tagueur. On devait choisir 5 personnages, 5 femmes qui ont marqué l'histoire dans la ville de Marseille. Du coup, on a cherché 5 femmes, on les a trouvées, on les a taguées et chaque jeune devait présenter une femme à la fin du projet devant plusieurs personnes. Moi, j'avais Germaine Poinçon-Chapuis. C'était la première femme ministre, c'était une femme forte, parce que c'était quand même la première avant Simone Veil. Et du coup, qu'est-ce que vous avez retenu du parcours de cette femme? Vous avez dit c'est une femme forte, c'est une femme qui a été ministre. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez retenu? Oui, elle a aidé les enfants, les jeunes. Elle était là pour les enfants. Voilà, on peut voir que c'est pas que les hommes qui peuvent faire tout ça. Parce que maintenant, on dit que la place de la femme, c'est dans la cuisine. On entend beaucoup ça. Et en fait, non, pas du tout. Parce que même les femmes, elles peuvent faire des trucs que des hommes peuvent faire aussi. Ou ne peuvent pas aussi faire. Et pour vous, quand vous avez découvert les autres personnages qu'ont fait vos collègues, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? C'est ça en fait, c'est le fait de dire que les femmes elles peuvent pas faire grand chose, on va dire. En fait, pas du tout, parce que quand on a appris à connaître ces 5 personnages-là, parce qu'il fallait en choisir 5, il y avait des trucs genre que même moi je savais pas. Tellement quand je généralise, j'étais la seule fille du groupe, il n'y avait que des garçons avec moi. Et c'est bien parce que vu que c'est des garçons, même eux, ils ont compris que voilà, les hommes et les femmes, ça devrait être vu pareil par tout le monde. Et genre, il faut qu'il y ait une égalité entre les deux. Parce que les deux, c'est pareil en fait. Et c'était intéressant qu'il y a des hommes aussi avec nous. Si, c'était compliqué, mais on a fait, on est allé jusqu'au bout, on a réussi et c'était bien. On a aimé et c'était bien. Merci beaucoup, Linda. De rien.